Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un épisode très spécial du podcast Positive Leadership. C'est à l'occasion du 10e anniversaire de Live for Good dont je vais vous parler une petite minute avant d'introduire mes deux invités. Et donc aujourd'hui c'est en qualité de président et cofondateur de Live for Good que j'ai le plaisir d'être aux côtés de deux entrepreneurs qui vraiment incarnent, et vous le verrez en les écoutant pendant cette discussion, les 6 valeurs de Live for Good. La communauté, la diversité, l'altruisme, l'excellence, la passion et le growth mindset, l'esprit d'apprendre. Alors depuis 10 ans, Live for Good comme association s'est donné une mission, c'est de libérer le potentiel de jeunes venus de tous horizons par l'entrepreneuriat impact et d'accélérer l'innovation positive au cœur d'une communauté engagée. Et puis on a une vision encore plus lointaine qui est de dire qu'on va aider à faire émerger une nouvelle génération de leaders positifs, précisément, qui entreprennent pour le bien commun. Et donc mes deux invités aujourd'hui, ils incarnent en fait les deux côtés un peu d'une même pièce, j'allais dire. Il y a d'un côté l'impact environnemental, de l'autre l'impact social. Il y a l'entrepreneuriat social au cœur et l'entrepreneuriat impact. Mais finalement, on va voir que cette même pièce, on peut la regarder sous toutes ses faces. Elle a la même âme. Et notre premier invité, d'abord, qui va parler dans 2 minutes, il se bat, lui, pour la transition écologique dans le secteur du bâtiment, en ayant créé un matériau à base de plastique recyclé, à la fois pour rendre nos habitats plus beaux, plus agréables, et surtout plus durables, comme on dit. Et ma seconde invitée, elle agit directement contre la crise du logement, notamment du logement social dans notre pays, pour une location immobilière plus solidaire. Et donc, ensemble, on va explorer pas mal de thèmes. On va explorer des thèmes autour du pourquoi ils sont là, pourquoi, et leur mission d'organisation aussi. On va parler également du déclic, on va parler de leur accompagnement en tant qu'entrepreneur dans cet écosystème qui grandit, de l'impact et social. On va parler de leur futur aussi, comment ils se projettent. On va parler de leurs galères d'entrepreneurs et leur succès. Et on va parler ensemble du futur, peut-être de Live for Good à 5-10 ans. Voilà. Donc on va démarrer. Je suis très heureux d'accueillir Anne-Sophie Thomas, qui est fondatrice de Gestia Solidaire, qui est également finaliste du prix Gabriel Live for Good, top 35 classement des leaders positifs, coprésidente du MOVES, qui est le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Et puis Marius Amelot, donc, qui est cofondateur du Pavé, lauréat du prix Gabriel Live for Good, et vous voyez nos mascottes, et le prix et le trophée qu'il avait fait cette année-là, Marius, on en reparlera, pour nos lauréats, parce qu'il n'était pas seul évidemment, on avait 5 lauréats, maintenant on a 6, et donc qui a été lui aussi parmi les lauréats d'ailleurs de Forbes Europe des moins de 30 ans, des leaders de moins de 30 ans. Alors pour démarrer notre discussion, moi je souhaiterais rappeler un tout petit peu très vite le contexte de Marius et d'Anne-Sophie, d'abord parce qu'ils en parleront beaucoup mieux que moi, avec quelques chiffres clés. Chaque année, je crois qu'on génère, et là sous le contrôle d'un expert, 400 millions de tonnes de déchets plastiques dans le monde, dont 3,7 millions en France. Et dans le même temps, il y a 15 millions de Français qui sont mal logés, dont 2,7 millions en attente d'un logement social. 2,7. Alors voilà pour commencer à planter le décor. Hein. C'est un décor que je peins de loin. Et on va rentrer maintenant avec mes invités. Et moi, j'aime toujours démarrer, Anne-Sophie et Marius, par parler un peu d'où viennent mes invités, qui sont, leurs racines, leurs premiers pas, et donc pourquoi ils sont là. Et donc, j'aimerais démarrer avec toi, Anne-Sophie, en disant, est-ce que tu peux partager des moments, finalement, de ton enfance, de tes études, quand tu as grandi, et puis les moments où les personnes dans ta famille ou autour de toi qui ont déclenché en toi, finalement, cette forme de prise de conscience de ton pourquoi. Merci de nous avoir invités. Déjà, bonjour à tous. Donc moi, je suis Anne-Sophie Thomas, j'ai 35 ans, je suis originaire de Issoire, donc c'est une petite ville. Je suis venue ensuite étudier à Lyon durant mes études. J'aime bien dire que j'ai eu une enfance heureuse et c'était plutôt quand j'ai dû commencer à étudier que là, ça a marqué quelque chose chez moi dans mon parcours d'accès à un logement, parce que finalement, on n'est pas tous égaux face au logement. Et moi, en tout cas, en tant qu'étudiante, ce qui m'a marqué, c'est la difficulté à se loger dans une grande ville, de ne pas avoir forcément d'aide spécifique et de devoir trouver des solutions pour tous les jours, aller en cours.
et arriver à atteindre ses objectifs un petit peu professionnels et de vie. Et si je me remémore un petit peu l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est plutôt ma famille maternelle. Oui. J'avais une grand-mère agricultrice et donc qui élevait seule 8 enfants. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de me dire que elle arrivait à créer son propre emploi, nourrir ses enfants, à vivre décemment. Et du coup, ça m'a donné envie de créer moi aussi quelque chose qui m'appartient et dans lequel je mets mes valeurs et ma mission. Voilà un beau rôle modèle que suit de sa grand-mère. Et si tu pouvais nous partager finalement ta mission personnelle, qui est quelque chose en lequel on croit beaucoup dans l'entrepreneuriat impact, mais au-delà d'ailleurs j'y crois aussi beaucoup, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu nous dirais? Ma mission personnelle pour moi, c'est de faire en sorte de rendre le logement accessible à tous, d'arriver à innover et d'être précurseur pour montrer qu'en fait, il y a des voies différentes possibles et que si on change un paradigme économique comme l'immobilier, on peut arriver à trouver des solutions qui vont en fait prendre en compte tout le monde et apporter en fait un triptyque de valeurs économiques, sociales, environnementales. Et pour moi, c'est un petit peu aussi ce que défend Live for Good, c'est l'entrepreneuriat de demain, l'entrepreneuriat où on innove pour avoir des business à impact, mais aussi qui ont un impact fort économique et social. Aussi. Absolument. Non, écoute, merci de cette très belle introduction, Anne-Sophie, est très claire. On sent que la mission, il y a une grande clarté qui s'est affirmée au fil des années. Et je vais me tourner vers toi et l'image de ta grand-mère. Moi, j'aime beaucoup aussi les personnes qui nous ont façonnés. Et me tourner vers toi et également, Marius, que j'ai connu à l'occasion, effectivement, de Live for Good, des prix Gabriel, alors que tu finissais des études d'architecture et que tu avais répondu à l'appel à projet de Live for Good, sans savoir si c'était une affaire très sérieuse, je crois, tout ça. C'est un projet d'études avant tout. Mais finalement, tu as plongé. Alors, on va revenir toi aussi à tes racines, peut-être, tes valeurs, les personnes qui ont compté pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Marius, je suis le cofondateur de Le Pavé. Je suis, comme tu l'as dit, architecte de formation. Depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné, je pense, par la nature. J'ai dû passer des milliers d'heures à regarder tous les épisodes de Cousteau ou branchés à la zone National Geographic Channel. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fasciné. Et pareil aussi, depuis tout petit, j'ai toujours eu la volonté d'entreprendre. Et donc, j'avais créé une première entreprise quand j'avais 14 ans, au moment de la sortie du premier iPhone, où avec un copain le mercredi après-midi, on s'embêtait un peu en attendant d'aller au sport. Et on avait créé une boîte dont l'objectif était de reconditionner les téléphones pour pouvoir éviter qu'ils soient jetés. Et donc toujours avec, c'était ma première expérience entrepreneuriale avec la possibilité d'allier ce qui comptait réellement pour moi, c'était la préservation de l'environnement et la possibilité d'agir sur ce même environnement par l'entrepreneuriat. Donc depuis tout petit, je pense que je suis animé par la préservation de la planète, la nature et l'envie d'agir sur le monde. Et donc j'ai eu la possibilité pendant ma dernière année d'études, de créer cette entreprise qui m'anime maintenant et qui anime toute une équipe depuis 7 ans. Et autrement, pour parler un peu plus de mon enfance, je viens d'un petit village en Bretagne. En Bretagne. Voilà, quel endroit de 4000 habitants aux portes de Bretagne, à côté de Rennes. Mes parents sont architectes également, donc j'ai pas été très original dans mon cursus scolaire. Il y avait du... Et point commun avec Anne-Sophie, mes grands-parents aussi sont agriculteurs. Et donc je pense que ça a dû jouer un rôle assez fort dans la connexion que je peux avoir avec la nature. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ni l'une ni l'autre avaient poursuivi dans les pas de l'agriculture, qui est, c'est un autre sujet qui n'est pas simple, qui est très compliqué, mais qui pose aussi d'autres problèmes aujourd'hui sur le renouvellement un petit peu de toute l'économie agricole du pays. Et alors, toi, si tu veux exprimer ton pourquoi, ta mission personnelle, avant de celle du pavé, déjà, ça serait quoi ? Ce qui m'anime au quotidien et ce qui m'a amené à créer l'entreprise, c'est vraiment je trouve la dissonance qu'on retrouve chaque jour entre notre expérience des objets qu'on consomme et ce qui sont réellement. Et je trouve qu'il y a une vraie déconnexion entre notre expérience sensorielle et les différents produits qu'on consomme et les conditions dans lesquelles ils ont été fabriqués. Mon pourquoi profond,
au-delà même du monde de l'architecture ou des matériaux, c'est de réussir à reconnecter et à créer du sens entre nous-mêmes et notre environnement. Et tout ça, ça se déploie avec le secteur que je connais le mieux, qui est celui du bâtiment, avec la volonté sur le long terme de réinventer une forme de matérialité qui soit connectée à notre culture, au climat, aux ressources disponibles. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le pavé. Alors justement, tu touches à une problématique, on l'a à peine effleurée, on va y rentrer maintenant dans plus de détails. On sait que 70% de déchets plastiques finissent aujourd'hui en enfouissement ou en incinération, je crois, et ce qui est évidemment un drame global, un gâchis énorme. Quel a été finalement ce déclic, au-delà de l'obsolescence des téléphones et de leur non-recyclage, qui t'a motivé sur cette problématique du plastique, notamment, Marius? À quel moment, comment tu t'es dit, là c'est vraiment un problème que je ne peux pas ignorer? Le sujet démarre d'abord par le constat de ce qui est l'architecture aujourd'hui et ce qui la compose. Et la déconnexion que j'ai ressentie pendant mes études entre ce qu'on me demandait de concevoir en tant que bâtiment, qui doivent être là sur des dizaines, voire des centaines d'années, qui doivent être cohérents par rapport à l'environnement, à la raréfaction des ressources, et les matériaux, les outils qui m'étaient proposés. C'était toujours la même chose, le bois, le métal, le béton, le verre. Et je me disais, mais on me demande de faire un gâteau avec les mêmes ingrédients, mais qui soit totalement différent. Et je trouvais que c'était pas possible. Et donc, ce que je me suis dit pendant ma dernière année d'études, c'est que je pourrais pas pratiquer en tant qu'architecte si c'était les seuls outils qu'on me proposait. Et de là est venue la question de ce qu'était l'architecture et quels étaient les premiers éléments de ce qui compose l'architecture, et donc notamment les matériaux. Et donc, la question s'est posée de savoir quels étaient des matériaux qui pourraient avoir beaucoup plus de sens, qui pourraient permettre de créer de manière durable sans renoncer à la désirabilité de l'espace intérieur, etc. Et c'est de là en fait qu'est arrivé le constat de la prolifération des déchets, et notamment des déchets plastiques. C'est démarré de se dire comment je réinvente l'industrie des matériaux de construction. Ça, c'est la problématique, parce que les matériaux de construction consomment 50% des ressources naturelles extraites chaque année. C'est le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc c'est de cette problématique-là. Et de cette problématique-là, on a découvert une autre problématique qui est la prolifération des déchets, et notamment des déchets plastiques partout dans le monde. Et quand j'ai démarré, je pensais que les problématiques des déchets plastiques n'étaient vraies que dans des pays dans lesquels il n'y avait pas de structure de collecte. Et en creusant un tout petit peu, on a réalisé qu'en fait, c'était généralisé, et qu'en France, ils étaient un tout petit peu mieux traités pour qu'on les voit moins, et que potentiellement, ils partaient à l'autre bout du monde, et c'est eux-mêmes qu'on retrouvait sur les plages. Et donc, c'est ça qui m'a extrêmement motivé à me dire que d'un côté, on manque de ressources, de l'autre côté, on en surproduit. Et comment on fait pour changer la manière dont on perçoit les déchets, pour réinventer les matériaux de demain? Et donc, on en est venu à travailler sur l'archétype du déchet, qui est le déchet plastique, et qui est super parce que... Alors, pour poursuivre là-dessus, justement, ensemble, puisqu'on a ouvert cette discussion du déclic, du démarrage, quelle a été ta première expérimentation? Parce qu'à un moment donné, il y a le fameux MVP, le concept produit-service que vous avez tous les deux démarré, on en parlera avec Anne-Sophie tout à l'heure, que tu as fait, qui a peut-être tourné en échec, j'en sais rien, peut-être ou pas, et ou personne qui t'a aidé dans cette expérimentation, ou peut-être tes copains ou tes associés aujourd'hui, pour démarrer, se lancer dans l'aventure et créer le premier produit, le premier pavé. Le premier produit, il a démarré de manière très très simple. On s'est dit... il faut inventer des nouveaux matériaux, il y a énormément de déchets disponibles, allons faire les poubelles. Et donc on est sorti de l'école à Versailles. On a la chance, les déchets sont plutôt bien triés à Versailles. Et donc on a commencé à faire les poubelles et à récupérer différents types de déchets plastiques. Et de manière très très empirique, on les a broyés dans des blenders, on les a fondus dans des fours à pizza. On a regardé comment on pouvait faire pour pouvoir les transformer simplement. Et donc c'est vraiment ce MVP, et ça c'est quelque chose qui nous anime depuis le début, c'est d'essayer d'arriver le plus rapidement possible à une première forme de l'idée qu'on peut avoir pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc on est sorti dans la rue, tout simplement, on a fait les poubelles et on a sorti ce premier échantillon, je m'en souviendrai toujours. Tu l'as gardé, j'espère. On l'a toujours. Et on a été surpris par le résultat et par ce que ça pouvait apporter. Et de là, ça nous a permis d'aller voir d'autres personnes, des architectes, récolter les avis. Et à cette époque-là, c'était encore un projet étudiant. Mais c'est comme ça que ça a démarré. D'accord.
Et puis tu as répondu à un appel à projet, mais on en parlera tout à l'heure. Totalement. Alors on va passer à toi, Anne-Sophie, maintenant. Alors Gestia Solidaire est née d'une préoccupation sociale, et on va en parler mieux que moi sur le mal logement des classes moyennes notamment. Et dès les études, je crois, et ton passage au Canada, tu n'en as pas beaucoup parlé, mais je t'ai écouté sur différents podcasts ou passages que tu as eus. En fait, tu as même soutenu une thèse sur l'impact, je crois, des politiques de loyer, où tu étais très sensible à l'accès au logement pour tous. Et comme Marius, à un moment donné, tu as été accompagné notamment par Live for Good et d'autres acteurs. Et j'aimerais comprendre, dans ton cas, quel était ton premier déclic et finalement, comment tu as formulé le problème que tu souhaitais aller régler, aller résoudre. Comme je l'ai dit, moi, le déclic, il a été personnel. Quand je suis allée faire mes études, dans ma propre vie, en fait, je me suis rendu compte que effectivement, j'avais des parents qui étaient classe moyenne, donc tout allait bien quand je vivais chez eux. Et quand j'ai dû partir faire des études, il y a le prix du loyer, donc il faut se payer un logement. Mes parents, ils avaient déménagé en Outre-mer, donc de toute façon, j'avais pas de possibilité de vivre avec eux. J'étais pas éligible aux bourses. Et du coup, il n'y a pas de système d'aide particulier puisque, on ne le dit pas assez, là, il y a un nouveau sujet sur les aides au logement, les APL. Mais en fait, il faut gagner moins de 10 000 euros pour avoir les APL en tant qu'étudiant. Donc, quand on est rattaché au foyer fiscal de ses parents, il y a peu de chances qu'on ait les aides APL. Rare, et donc, on se retrouve avec des parents classe moyenne qui n'ont pas la possibilité peut-être de payer un logement à 800 euros par mois, plus les études, parce qu'à côté, il faut se nourrir, se loger. Donc, j'ai été face à une situation que j'ai eu du mal à comprendre. Et je me suis retrouvée un petit peu seule face à ça. Donc, j'ai arrêté mes études 2 ans. Et ça m'a marqué parce que je me suis aussi rendu compte que j'étais pas la seule dans cette situation et qu'il y avait des personnes en beaucoup plus grande précarité que moi. Donc moi, je me suis juste dit, je mets de l'argent de côté et je ferai des études en alternance. Donc tu as commencé à bosser. C'est ça. En fait. J'ai commencé à bosser. J'ai eu la chance, en fait, à ce moment-là, et c'est aussi dans mon déclic, de rencontrer Cécile Gallo-Selva, qui est la fondatrice d'Ethique, qui est une foncière solidaire. Qui a aujourd'hui plus de 15 ans, je crois. Et donc, je suis arrivée au démarrage de cette entreprise, en fait, qui était une structure d'économie sociale et solidaire, et qui reprenait un modèle d'Angleterre, Ethical Property, pour justement changer le paradigme de l'investissement et faire en sorte qu'on aligne intérêt économique, social et environnemental. Donc, tu as commencé vraiment à apprendre au sein de cette structure avec quelque part, je ne sais pas si c'est un rôle modèle, mais en tout cas un modèle qui était là, à partir duquel tu t'es nourri, c'est ça, pour créer Gestia Solidaire. Exactement. Et donc, je me suis mis en tête, moi, à partir de ce moment-là, que de toute façon, je voulais entreprendre, que ça serait ma mission, justement, d'aider les gens à se loger et que je ferais tout pour trouver une solution. Donc, j'ai fait par étapes. Je suis restée 6 ans quand même chez Ethique. J'ai eu la chance de progresser du BTS jusqu'au master. Donc, je suis retournée. Donc, tu as poursuivi tes études tout en bossant, c'est ça ? C'est ça. Donc, j'ai fait en alternance et puis j'ai eu la chance de faire un master en faisant un CDI aménagé. Donc, j'allais sur les TD et je récupérais auprès de mes camarades les cours magistraux. Et donc, ça m'a permis de valider mon master. Et après, au bout de 6 ans, je me suis dit, j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne me sens pas encore assez à l'aise dans qu'est-ce que je pourrais inventer ou en tout cas comment innover pour favoriser l'accès au logement des publics d'entre-deux. Donc, c'est là que je suis partie au Canada pendant 3 ans. Et j'ai fait justement un MBA en économie urbaine où ma thèse était l'impact des politiques publiques sur le prix des loyers en France, puisqu'on a des mesures d'encadrement en France. Et c'était s'inspirer de ça et voir en fait, en utilisant les dispositifs légaux, comment on peut apporter des solutions en fait à des personnes d'entre-deux qui ne sont pas couverts par les politiques globales sociales. Ce qui est intéressant, un petit peu finalement comme pour toi Marius, j'ai l'impression, c'est qu'au cœur de vos études à un moment donné, je ne vais pas dire que les travaux pratiques, les TP, enfin thèse ou MBA, c'est encore différent. Et toi, pour peut-être valider tes études, vous vous êtes emparé de ce qui finalement vous motivait énormément pour en faire un projet entrepreneurial, quoi. Et donc c'est ton cas visiblement. Et ça veut dire que tu t'es nourri de cette thèse que tu as réalisée pour bâtir carrément le business plan de Gestia Solidaire ou pas tout de suite? C'est ça exactement. En fait, j'ai pu voir les mécanismes qui existaient puisque avec Gestia Solidaire,
Le travail a été de se dire, en fait, d'un côté, il y a des propriétaires et on a besoin d'eux pour louer. Ouais. Ils détiennent la majorité du parc locatif. Par contre, quand on achète un logement, on le fait pour se construire sa retraite, quand même que ce soit rentable. Donc, il faut arriver à aligner ses intérêts d'investissement avec en face des locataires qui ont moins de revenus et sont des profils jugés plus à risque. Donc on a juste regardé, enfin j'ai regardé les leviers, donc des leviers fiscaux pour le propriétaire. Si on compense son loyer par des aides fiscales, il peut le baisser sans perdre d'argent, il paye juste moins d'impôts, du coup il est gagnant, il optimise sa fiscalité. Et en face, si on le garantit grâce à un locataire qui a une garantie, donc notamment en France, on a une garantie avec Action Logement qui couvre l'impayé, la dégradation, ça remplace le garant physique. Finalement, on crée un cercle vertueux, tout le monde est gagnant. Wow. Et quel était, toi, ton premier pavé ou l'équivalent de ton premier locataire social? Tu t'en souviens? Mon premier locataire, oui, je m'en souviens bien et je le cite souvent. C'est Julien. Il nous a été prescrit justement par une mission locale à Villeurbanne. Et c'était le premier cap où on a réussi à convaincre un propriétaire de nous confier un logement, d'aider Julien et de le placer pendant... il est resté 3 ans dans une colocation au centre de Lyon, donc l'un des plus beaux quartiers, où avant il vivait en fait dans un garage et il était en alternance parce qu'on aide justement des étudiants qui ont 700, 1000 euros par mois, soit d'alternance, soit d'aide ou petit boulot, et qui en fait peuvent même pas se loger dans un petit logement à 400 euros parce que la réalité qu'aujourd'hui on demande des garanties usuelles où les personnes doivent gagner 3 fois le montant du revenu du loyer, donc c'est pas possible. Alors, quel a été ton pitch magique pour convaincre le propriétaire du logement? Parce que ça ne devait pas être évident, au-delà de la carotte fiscale, de dire, en fait, est-ce qu'il aurait pu le louer à des personnes qui avaient des moyens, tout simplement? Donc, c'est quand même plus simple. Et mes premiers propriétaires, et lui, il en faisait partie, c'est quand même des gens que soit je connaissais de mon ancien travail, donc qui avaient soit travaillé avec moi, qui connaissaient aussi ma façon de travailler, mais qui avaient aussi cette fibre un peu sociale, parce qu'on était obligé de passer par ces propriétaires plus engagés au démarrage pour louer. Donc, le premier propriétaire, il était sensible à ce que je faisais, mais il le faisait de manière assez manuelle. Il avait eu des impayés. Donc là, ça l'a rassuré. En fait, il a vu que le mécanisme a fonctionné. Qu'il y avait un cadre qui lui permettait, c'est ça, de fonctionner correctement. Et c'est à ce moment-là que tu as défini, ou un peu plus tard, la mission de Gestia Solidaire Moi, j'ai fait le choix tout de suite d'avoir une structure... ESUS. On en reparlera un petit peu plus tard dans le détail, parce que pour décrypter ça pour tous nos auditeurs qui ne sont pas les spécialistes. Et donc moi, c'était dans mes statuts où je mettais la mission, et la mission, je ne l'ai jamais modifiée. Tu peux nous la répéter, ta mission? La mission de Gestia Solidaire, c'est d'éradiquer le mal-logement en allant aider les populations d'entre-deux qui sont solvables mais avec des revenus limités. C'est principalement les étudiants, les jeunes actifs et les familles monoparentales. D'accord. C'est très clair. Et comme tu dis, tu n'as pas bougé d'un iota depuis la création de Gestia Solidaire, qui était en quelle année, cette création? C'était en mars 2020. 2020, il y a déjà 5 ans, donc en fait, plus de 5 ans. Bientôt 6. Super. On repasse vers toi, Marius. Quand est-ce que tu as formulé la mission du pavé? Et quelle est-elle? Est-ce qu'elle a changé, elle? Non, la mission n'a pas changé. Notre mission, c'est de décarboner le secteur du bâtiment en inventant les matériaux de demain à partir de déchets. D'accord. Voilà. Et de connecter les deux mondes, celui du bâtiment et celui du déchet, en agissant comme des électrons libres pour libérer le potentiel de deux contraintes. Très clair. Et finalement, il n'y a pas de raison de changer, parce qu'il y en a tellement à décarboner que s'il n'y aura pas assez, d'une vie, j'espère, on est plus optimiste que tu le feras, évidemment. Mais c'est évidemment une mission qui est très claire. Alors, lors de vos premiers pas entrepreneuriaux, à différents moments, on en a parlé, des fois pendant les études, il y a eu des thèses, etc., ou après... Eh bien, vous avez pu travailler avec des accompagnateurs et vous avez travaillé aussi avec des gens autour de vous qui ont été ou qui sont toujours les associés de vos entreprises. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette phase qui est importante et qui peut arriver à différents moments d'une vie d'entreprise, le choix de ses associés. Parce que chacun a un vécu différent, des fois familial, des fois non familial, amical. Et donc, c'est une des questions d'ailleurs vraiment que j'ai très souvent de jeunes de la communauté Live for Good, au tout début, 1 an, 2 ans, même plus tard, en disant « Jean-Philippe, comment choisir son associé ?» C'est pas l'émission, c'est vraiment eux. Et donc, j'aimerais vraiment comprendre, d'abord, est-ce qu'il faut s'associer ou pas
parce que est-ce qu'il y a une vraie réponse à ça? Et comment ça fonctionne ensuite, la gouvernance? On va commencer avec toi, Marius. Donc, quand est-ce que tu as décidé de t'associer et comment tu vises pouvoir partager? Je crois vous êtes 4, me semble-t-il, associés, si je ne me trompe pas. Et donc, quels sont d'un côté les bénéfices majeurs de compter, de travailler avec des associés, et puis des fois les moments difficiles à affronter, parce que ce n'est pas un fleuve tranquille peut-être? Donc, on en parlait tout à l'heure, le projet a démarré à l'école d'architecture. J'étais avec un groupe de classe, 3 amis avec qui on a débuté le projet. Ils sont toujours associés au pavé, actuellement 7 ans après la création, mais la manière dont on est associé a évolué en fait assez rapidement. Et dans l'histoire de l'entreprise, il y a eu plusieurs phases relatives à différentes étapes de développement qui nous ont amenés à repenser pas uniquement notre actionnariat, mais aussi la manière dont le rôle de chacun, et puis l'envie que vous aviez exactement de vous investir. Et donc on a démarré avec Barthélémy, Clément et Julien, et qui m'ont aidé à développer le projet pendant les premiers mois à l'école d'archi. Ensuite on a décidé de passer une étape et de sortir le projet des bancs de l'école. Là on a eu la chance de remporter le concours Gabriel et d'être accompagné par Live for Good. Et c'est ça qui nous a permis de passer une seconde étape. Et là j'ai compris qu'il était extrêmement important aussi de formaliser nos attentes, parce que moi je voyais dans ce projet-là une manière de m'épanouir sur les 10, 20, 30 prochaines années. Et donc très rapidement on a vu que avec mes autres associés, eux n'avaient pas forcément cette volonté. Pas comme ça. Ils trouvaient ça intéressant. Et donc on a discuté. Et eux m'ont dit on est intéressé pour continuer de t'aider pendant les 6 prochains mois, mais après il faudra trouver quelqu'un d'autre qui prennent le relais. Et ça s'est fait de manière extrêmement transparente, en exprimant nos besoins. Et moi, c'était très clair. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance ensuite de m'associer avec Jim Pasquet. Et tu l'as trouvé comment, Jim? C'est un ami d'enfance. Il terminait ses études. Ça facilite les choses aussi. Il terminait ses études, on vit le même village. Et on se connaissait bien. Et il était très complémentaire. Il est très complémentaire parce qu'il avait fait des études de management. Il avait été très engagé aussi dans le milieu associatif. Et donc, on a décidé de s'engager ensemble. Et la règle un peu que j'ai moi au niveau de l'association, mais même au niveau du travail en équipe au sens large, c'était un tips qui nous a été donné par l'un de nos mentors, qui nous disait que s'associer c'est comme un voyage. Et imaginons que tu partes de Brest avec l'objectif d'aller à New York. Tu as 2 bateaux, parce que tu es 2 personnes dissociées, ou plusieurs encore plus. Vous allez dans la même direction, vous voulez tous les 2 aller à New York, mais par contre il y a 1 degré d'écart entre les 2 bateaux. Et si vous partez avec la même volonté et la même envie et avec un alignement qui paraît parfait, et si vous ne vous réalignez pas, il y en a un qui va arriver au Brésil et l'autre qui va arriver à la destination. Et je trouve que c'est une vraie image que j'ai aujourd'hui, c'est de se dire, même si tu es avec une personne qui correspond parfaitement à tes valeurs, qui a les mêmes objectifs, etc., il est nécessaire de se réaligner en fait, de manière permanente. Très régulièrement. Et en se donnant la place et la possibilité de se dire les choses sans jugement. Peut-être qu'on les ressent. Exactement. Et donc, depuis le début, avec Jim, comme j'ai pu le faire aussi avec mes premiers associés, tous les 3 mois, on prend un moment, un check, on se demande comment ça va, est-ce que tu aimes ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, est-ce que tu as toujours envie d'y être, etc. sur ce rôle. Exactement. Et donc je dirais pas qu'il faut s'associer, mais en tout cas, mais en fait j'ai l'impression aussi que quand on entreprend, par la force des choses, on s'associe, et même pas uniquement avec une personne qui prend part au projet, mais aussi avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec les équipes, les salariés. Exactement. Et je pense que ce côté d'alignement, il est assez important, et donc nourri par la volonté d'échanger en transparence, et c'est comme ça qu'on avance depuis le début. Et on a un nouvel associé qui vient de nous rejoindre, qui est Maxime, qui bosse avec nous depuis 5 ans maintenant, qui est l'industriel qui a développé toute la technologie industrielle. Super. Et pareil, en discutant, etc., on a ressenti le besoin de s'associer. Exactement. Super, super aussi, et je pense que c'est une très belle formule que tu as donnée, ce degré d'alignement, de jamais le perdre. Quoi. Alors toi, Anne-Sophie, parce que je crois qu'il y a une affaire un peu familiale derrière Gestia Solidaire, je ne me trompe pas? Comme Marius, je pense que je partage le fait qu'on n'a pas forcément besoin de s'associer, c'est pas un prérequis pour entreprendre. Il y a des business des fois où on peut être très bien seul et même ça fonctionne. Par contre, effectivement, je partage l'alignement sur le long terme pour être sûr qu'on va toujours dans la même direction. Oui, moi au démarrage, je me suis associée avec mon frère, ça se fait naturellement et ça reprenait aussi mon envie d'entreprendre avec mon rôle modèle de ma grand-mère en disant que c'est des business familiales. Moi, j'avais besoin d'avoir quelqu'un en qui j'ai confiance,
que je connais bien. Donc, c'était le cas avec mon frère de pouvoir démarrer avec lui et qu'on ait une complémentarité, lui plus sur la partie tech et moi plus sur la partie immobilier. Donc, on a démarré ensemble pendant les 3 premières années. D'accord. Mais il était également, intrinsèquement motivé par la cause de Gestia Solidaire, comme tu l'as dit, toi, très clairement, ou pas Moins. Moins, voilà, pour dire les choses. Moins, mais par contre, il l'avait vécu personnellement. Il a vécu dans aussi sa le problème, vie, d'accord. Avec moi, et puis après, à un autre moment de sa vie. Donc, il comprenait la cause, et puis ça apportait aussi cette vision d'être plus rationnel, de peut-être quelque chose, moi, que je vis au quotidien et que j'incarne, mais que lui pouvait rationaliser des fois des décisions, des choix stratégiques. Donc ça permettait de pouvoir avoir justement un bon équilibre ensemble. Et après, on a fait le choix, nous, de lever des fonds, donc de faire rentrer des business angels, plus une associée, parce qu'on n'avait pas du tout le côté marketing, communication. Donc on avait vraiment besoin d'une personne. Et on avait lancé un appel sur LinkedIn. Carrément. Appel associé, je cherche mon associé. Je cherche qui veut être mon associé, en reprenant la formule. Ça a bien marché ? Oui. On a eu tout de suite des demandes. Beaucoup et on a demandes, trouvé Marie-Claire qui est avec moi depuis maintenant 2 ans et qui est rentrée associée sur la partie communication, marketing, mais aussi toute la direction. Enfin, on fait tout aujourd'hui à 2. Et c'est vrai que mon frère, entre-temps, est sorti de l'opérationnel et qu'on est restés toutes les 2 en opérationnel sur Gestia Solidaire. Donc ça permet une transition aussi en douceur entre ton frère petit à petit qui Oui, c'est ça. Qui et puis c'est pas comme le disait Marius, c'est qu'il y a des moments... Voilà, on a un cap, on le tient ensemble et peut-être qu'à un moment, on se désaligne ou en tout cas, on n'a plus les mêmes priorités. Je trouve que c'est ça qui est hyper important, c'est de se le dire parce que souvent, on a l'impression qu'on doit rester avec les personnes. Mais on crée une entreprise ensemble, mais on a le droit à un moment de pouvoir sortir, de voir les choses différemment. Et qu'est-ce qui t'avait convaincu, toi, de la recruter comme associée ? C'était quoi la question ou la réponse qui t'a convaincu, qui fait que tu dis oui, ça sera avec toi? Eh ben, nous, on a fait un grand test de se rencontrer. En fait, on se voyait régulièrement pour être sûr qu'on soit aligné au niveau, c'était surtout les valeurs, l'énergie aussi, et après, aussi l'expertise qui nous manquait. Mais ce qui m'a marqué avec elle, c'est vraiment qu'elle soit très positive, qu'elle ait envie de s'engager. Et on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que quand des personnes viennent en cours de projet, moi je prends quand même de la place dans Gestia Solidaire, c'est que la personne elle ait envie de tout comprendre, d'apprendre et puis de prendre sa place. Et je trouve qu'elle l'a fait très naturellement et qu'aujourd'hui... quand j'écoute, elle pitch mieux que moi. Quoi. Super. Ça ressemble à une association très, très réussie. C'est super parce que c'est souvent un peu une question et des fois un peu le désespoir d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui sont quand même, pour un certain nombre, très solitaires aussi. Et solitaire, on peut arriver à faire plein de choses seul, mais à un moment donné, quand les difficultés s'accumulent, ça devient compliqué. Et ça peut être aussi une réassurance, un fait d'avoir quelqu'un à ses côtés avec lequel on va pouvoir se remonter le moral, on va pouvoir aussi voir les problèmes de manière différente. Et les exprimer, je pense, ne serait-ce qu'avoir une personne avec qui exprimer les sujets, c'est en partie les reformuler, et les résoudre. Et du coup, les analyser différemment avec une autre perspective. De belles leçons à retenir pour Balance. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle du tout début, des premières années de démarrage. On a parlé un petit peu de vos protos, de vos produits, de MVP, du four à pizza, du premier client que tu allais convaincre, que tu connaissais, mais qui a réussi à signer ce premier contrat, ce premier bail. Alors, vous avez eu tous les deux une expérience chez Leaf4Good, chacun avec des modèles différents un petit peu d'accompagnement. Si vous réfléchissez à cette partie de début de parcours finalement pour tous les jeunes qui candidatent à Leaf4Good, il y a bien d'autres accompagnateurs dans notre pays. Qu'est-ce qui est essentiel finalement dans le choix de cet accompagnateur, de cet écosystème et vous, qu'est-ce que vous en avez retenu ou qu'est-ce qui a été important vraiment à ce moment-là? Allez, à toi, Marius. Je pense que le plus important, en tout cas ce que ça m'a apporté dès le début, ça a été une forme de déclic de passer d'un projet étudiant à un projet entrepreneurial.
Et ça a été une marque très concrète de se dire, maintenant je fais partie d'une communauté, j'ai un accompagnement, j'ai des personnes qui croient dans mon projet et je vais m'engager avec eux pour essayer de le porter le plus loin possible. Et donc, moi, ça m'a... T'as responsabilisé quelque part, c'est ça ? responsabilisé et ça m'a permis de définir un cadre qui ensuite a structuré l'ensemble de l'entreprise et nous a aidé à nous développer avec un apport qui était quand même incroyable, qui était de se dire que moi, initialement, je suis architecte de formation, même si j'avais entrepris plus jeune, j'ai pas plein de choses qu'on peut apprendre dans des écoles de commerce ou de management. Et donc, après, ça a été une vraie boîte à outils, avec la possibilité de suivre cet accompagnement qui était défini pour pouvoir permettre à de jeunes entrepreneurs de développer leurs projets, mais aussi d'avoir des personnes sur qui se reposer pour pouvoir avoir des réponses sur des sujets bien spécifiques. Et c'est ça qui est difficile dans l'entrepreneuriat, c'est que selon les projets, selon nos profils, nos propres compétences, la conjoncture, le contexte, on va être confronté à des choses qui ne sont pas forcément écrites dans des bouquins, ou en tout cas, on ne connaît pas forcément le titre du bouquin à lire. Et je trouve que ça a été une super boîte à outils d'avoir Live for Good au début. Et avec des mentors, coachs également, etc., ensuite, sur lesquels tu as pu... Et je pense qu'en fait, ensuite, à chaque étape du développement de l'entreprise, nos besoins évoluent. Bien sûr. Et donc, on a pu bénéficier aussi d'autres accompagnements, et notamment du réseau Entreprendre, sur une étape qui était un peu plus mature, et avec la possibilité aussi d'échanger avec des pairs. C'est quelque chose qu'on fait énormément. C'est d'aller en fait solliciter des entrepreneurs qui... ont un stade de développement légèrement plus avancé que le nôtre. Pour challenger un petit peu votre point de vue. Et donc, ça, c'est aussi permis par les communautés comme Live for Good, comme Réseau Entreprendre, comme d'autres, qui nous donnent accès en fait à tout. C'est le pouvoir de cet écosystème, de cette communauté. Effectivement. Moi, je crois beaucoup à cette intelligence collective, comme on l'appelle, qui permet de... plus que d'échanger, de vraiment pousser des réflexions, des perspectives très différentes et de voir un problème sous un angle très différent. Et toi, alors, Anne-Sophie, tu te rappelles un petit peu de cet accompagnement Live for Good et autres que tu as pu avoir dans ces tout débuts-là ? Oui, je m'en souviens bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi ? Je m'en souviens bien. Moi, j'étais au Canada quand j'ai postulé. Et je me souviens, je regardais, justement, je me disais, si je me lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, je retourne... En France, je ne veux pas me retrouver seule. Et surtout, je saute dans le grand bain où je n'ai pas de filet de sécurité. Après, je pense qu'entreprendre assez jeune, on ne prend pas non plus des risques démesurés où on a toujours la possibilité de pouvoir rebondir. Mais en tout cas, quand je regardais de loin, je me disais, mais c'est ce qu'il me faut exactement parce que j'ai besoin d'être encadrée. Et ce qui m'a marqué chez Live for Good, c'est vraiment le fait d'être entouré de personnes qui nous ressemblent et de se dire, en fait, on rencontre d'un coup 30, 40 personnes qui ont les mêmes valeurs, la même démarche. Je ne suis pas un extraterrestre. Oui, c'est ça. Et de la qualité de l'accompagnement, du coup, de pouvoir être mis en réseau, parce que moi, ça m'a permis plus tard, 2 ans après, de rentrer chez... 50 Partners, donc un fonds d'investissement. Et du coup, c'est de se dire que avoir ce socle de départ qui nous permet de poser les choses, de comprendre justement dans quoi on va se lancer. Je trouvais que c'était assez fort avec Live for Good pour dire... On se posait pour comprendre est-ce qu'on avait vraiment envie d'entreprendre et dans quoi on allait aller. Dans quoi vous alliez Parce qu'il y a beaucoup qui ont arrêté juste après. Et puis il y en a d'autres que j'ai suivis, on reste en contact. Il y a plein d'itinéraires très différents. Et du coup, c'était ça qui était vraiment fort dans cet accompagnement. Et je pense que ce qui est important quand on entreprend, c'est... moi, je me rappelle, justement, là-bas, on avait posé nos limites acceptables. De dire à quel moment on arrête ou on continue. Et justement, nous, on avait mis... Enfin, moi, je me rappelle que j'avais mis... que je devais trouver mes 2 premiers clients pour continuer. C'est un très bon test. Je l'aime beaucoup. De dire, effectivement, à quel moment on dit stop. Et qu'est-ce qu'il faut accomplir, justement. Alors, justement, tous les deux, pour bâtir cette discussion, on a la chance chaque année d'avoir vraiment des centaines de jeunes qui viennent dans nos programmes qu'on appelle Start for Good, qui est vraiment l'émergence, c'est tout début. Et qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes qui postulent, qui candidatent, qui viennent pitcher après auprès de nous, et puis de tout l'écosystème Live for Good avec des centaines de coachs et d'experts et de gens passionnés par l'entrepreneuriat impact, pour qu'ils bénéficient au mieux finalement de
accompagnement des tout premiers pas. Avec quel état d'esprit il faut venir, qu'est-ce qu'il faut en attendre ou pas en attendre, et qu'est-ce qu'ils doivent apporter aussi eux-mêmes là-dedans. Vas-y Anne-Sophie. Moi, quand j'y pense, c'est de dire que quand on fait un programme d'accompagnement, la solution, elle ne vient pas du programme. En fait, il faut s'investir. Et des fois, on n'ose pas, surtout au démarrage. C'est un peu dur de se mettre dans cette posture d'entrepreneur, d'aller chercher auprès de personnes qui ont de l'expérience quand on nous fait des mises en réseau. Des fois, on peut se sentir pas forcément légitime. Mais je pense que quand on fait un programme d'accompagnement, faut vraiment essayer de récupérer tout ce qu'on peut, sursolliciter les personnes et faire en sorte que ça nous apporte le maximum pour avoir le plus d'informations pour continuer et puis prendre des mises en réseau. Et je trouve que des fois, on peut se mettre un peu en retrait, avoir... timide, se dire on a le temps, imposteur, voilà. Mais qu'il faut ou plus pas, tard, j'aurai le temps. Et qu'il faut vraiment essayer d'y aller à fond et de prendre le maximum pour pas regretter. Et puis de toute façon, quand on entreprend, c'est pas une science exacte. On peut échouer. Et je pense que c'est aussi ça, cette barrière. C'est au démarrage, on a vraiment peur, je pense, de se dire on va pas réussir ou oui, mais comme tu as dit tout à l'heure, c'est un moment de sa vie probablement où on peut se permettre de se planter. À d'autres moments de sa vie aussi d'ailleurs. Mais là en particulier, qu'est-ce que tu en penses toi, Marie? Je suis totalement d'accord et je pense que je le vois souvent quand je peux échanger avec des entrepreneurs. Il y a deux biais. C'est souvent d'avoir peur de parler de son idée. Soit parce qu'on a peur qu'on nous la pique, mais ça, je pense que ça n'existe pas réellement, ou par peur d'être critiqué, ou qu'on nous la remette en question. Et c'est comme, d'une certaine manière, un accouchement, je pense, quand on démarre son projet. C'est qu'il faut le faire sortir, en parler le plus possible et accepter d'être contredit, d'être challengé, parce que en fait, tout ça n'est qu'une idée, et pour qu'elle existe et qu'elle grandisse et qu'elle se concrétise, il faut qu'elle se modèle ailleurs que dans son propre esprit. Et donc je pense que c'est vraiment ça moi, que je conseillerais, c'est allez-y, parlez-en, faites les choses sans vous prendre au sérieux, mais avec le plus de sérieux possible, parce que ça nécessite aussi énormément d'abnégation, d'ajustement, etc. Mais je pense que dans les accompagnements aussi, pas hésiter à oser poser des questions qui nous dérangent. Et je prends souvent l'exemple dans un restaurant, moi, je suis fasciné par cette question à la fin qui est tout le temps la même. Est-ce que ça s'est bien passé? C'est des questions qui sont fermées. Et même si ça s'est mal passé, forcément, on nous donne pas l'espace nécessaire. Sauf si on ose dire non, vous savez quoi. Il faut oser poser la question. Il faut aussi en tant que restaurateur notamment, il faut oser poser la question. Si quelque chose était à améliorer, qu'est-ce que ce serait? Et je pense que la réponse est bien plus constructive que celle qu'on a quand on demande tout s'est bien passé, merci, en attendant un oui. Et je pense que en tant que jeune entrepreneur, faut pas hésiter à récolter ces feedbacks. Non, tu as tout à fait raison. Tous les deux avez raison. Je pense qu'il faut oser d'abord, il faut oser, il faut prendre la parole, surtout que dans ces réseaux comme le nôtre, on essaie de créer une plateforme de confiance et totalement sécurisée pour que des jeunes qui viennent d'environnements très différents, plus d'une grande mixité, se mélangent entre eux et voient qu'ils ont accès aux mêmes ressources. Ils ont accès aux mêmes aides, qu'elles viennent d'entreprises, qu'elles viennent de personnes physiques qui vont être leurs coachs et qui ont un beau parcours entrepreneurial ou autre, et ils se rendent compte après que ça leur donne de l'audace, et qu'ils peuvent aller plus loin et au contraire s'interroger et poser ces questions. Et c'est vrai que moi j'avais tendance à me faire un monde de ce qui était le monde professionnel. Et en sortant d'études, j'idéalisais énormément le monde professionnel en mettant des freins. Et ce que permet aussi l'accompagnement, c'est de comprendre que, en fait, lever ses freins un peu. On lève ses freins et le monde professionnel n'est pas différent de ce qu'on peut rencontrer pendant ses études. Et ce qui compte, c'est ce qu'on réalise. C'est l'engagement personnel qu'on a auprès des personnes et des causes. Alors j'aimerais maintenant qu'on aille vers un autre thème qui est au cœur de tout ce que vous faites, tout ce qu'on fait aussi chez Live4Good, qui est le modèle d'impact et la fameuse théorie du changement. Alors pour nos auditeurs qui ne sont pas des pros du mouvement entrepreneuriat social, je rappelle c'est né des travaux d'évaluation de Carol Weiss et formalisé dans les années 90 par l'Aspen Institute. La théorie du changement, en fait, elle explique comment une action produit un impact. Elle décrit une relation causale où finalement à partir d'intrants et des activités, on génère des produits, des outputs, comme on dit, qui créent des effets
en américain des outcomes, donc des effets vraiment, et qui à terme, cumulés ensemble, vont créer cet impact que l'on recherche, cet impact durable. Donc on voit l'articulation on crée une action, une intervention, un produit, un service qui commence à obtenir des résultats, et ces résultats cumulés entre eux vont changer peut-être des comportements, vont changer des actions, et vont aboutir à un impact, un changement réel, qui est ce qu'on a envie d'adresser comme cause. C'est ça, en fait, pour simplifier la théorie du changement. Et donc, j'aimerais commencer avec toi, Marius, sur cette théorie du changement, quand tu réfléchis un petit peu à ton sujet qui est un énorme problème, hein, parce que selon les données de l'OCDE, la production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et donc 2019. Et on est passé de 3,4% des émissions mondiales aujourd'hui, alors que seulement 9% des déchets plastiques sont recyclés. Hein. Voilà les quelques chiffres, s'ils sont juste sous ton contrôle, parce que tu es l'expert, pas moi. Mais bon, ChatGPT m'a aidé quand même à retrouver quelques datas. Et les projections indiquent aujourd'hui une multiplication par 3 d'ici 2060 si rien ne change, justement, parlant de théorie du changement. Alors donc, quelle est ta théorie du changement, Marius, finalement, pour inverser tout ça? Ouais, en fait, le problème du déchet, nous, on est persuadé qu'il n'est pas lié à la matière, mais beaucoup plus à la manière dont on le considère. Et ce qu'on essaye de faire avec le pavé, c'est de créer de la valeur économique, technique, autour de ces matières-là qui sont délaissées en investissant dans ces matières qui vont détruire la biodiversité et poser des problèmes. Pour l'environnement, mais aussi d'un point de vue économique. Le plastique, aujourd'hui, qu'il y a dans la nature, il y a à peu près 8 milliards de tonnes de déchets plastiques dans la nature. Ça représente 120 milliards d'euros qui ont été inexploités en termes de ressources. Et donc, notre théorie du changement avec le pavé, c'est qu'en investissant dans le déchet et en le considérant comme une matière à part entière, on va être en capacité de proposer des matériaux qui sont aussi qualitatifs, désirables, performants que les matériaux standards. Et pour ça, ça nécessite pour le coup de repenser l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ça nécessite de structurer des chaînes d'approvisionnement à partir de ressources qui ont une dimension aléatoire, impure, très forte. Donc de travailler en collaboration avec un écosystème de recycleurs, en France et en Europe, c'est ce qu'on fait. Ensuite, ça nécessite de repenser les modèles industriels qui sont pas adaptés aujourd'hui pour transformer de manière efficace les déchets plastiques. Moi, je prends souvent l'image de grandes marques de cosmétiques ou de boissons qui disent notre objectif, c'est 100% nos bouteilles 100% recyclées d'ici 2030. Sauf qu'ils ne repensent pas le produit, ni le procédé industriel qui transforme le produit. Et donc, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et on est persuadé que chez Le Pavé, en plus de structurer cet écosystème lié à la collecte des déchets, il faut repenser aussi l'outil et la manière dont on le transforme pour pouvoir proposer un produit qui ait les mêmes caractéristiques que ce qu'on pourrait retrouver avec du marbre, avec de la solide surface, mais qui soit 100% recyclé, recyclable, et qui ait une esthétique aussi qui puisse permettre de comprendre la manière dont il a été transformé et ce qu'il compose. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir cet impact environnemental direct en dépolluant et en décarbonant le secteur du bâtiment. Ça, c'est notre impact sur le court terme. Et ce pour quoi on travaille sur le très long terme, c'est de changer la manière dont on consomme et on produit les matériaux de construction en développant des esthétiques qui puissent permettre aux architectes, aux designers, aux industriels qui bossent avec nos produits de comprendre le contexte, la manière, la composition de nos produits. Et ça a induit vraiment un changement systémique qui est beaucoup plus fort que notre impact carbone qu'on peut avoir sur le court terme en transformant nos matériaux. Donc notre rêve avec le pavé, c'est d'inventer les matériaux de demain et de se dire que on dit le pavé comme on dit placo et nous reconnecter à notre propre production de matière pour pouvoir avoir une architecture qui soit beaucoup plus ancrée localement. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis sur les deux plans, en fait. Tu as parlé finalement de changer le regard du consommateur de ce matériau pour le rendre plus noble, beau, désirable. Et moi, j'avoue que j'avais eu le plaisir de voir tes premiers matériaux. Pour ceux qui sont sur YouTube, voir le channel, regarder ce magnifique trophée. Et pourtant, c'était au début, quasiment juste après le pour à pizza. C'était pas encore très industriel, je peux vous le dire à l'époque. Et puis le deuxième élément dont tu parles, qui est évidemment considérable en termes d'échelle d'impact aussi, qui est la partie finalement modèle industriel de production et de toute la chaîne de transformation du bâtiment, quoi, en fait. Et là, il y a des enjeux gigantesques dont tu parlais
pour effectivement arriver, si c'est un net zéro, à baisser considérablement l'empreinte carbone de ce secteur. Baisser l'empreinte carbone et aussi inventer des modèles industriels qui puissent perdurer dans le temps. Ouais. Et nous, on pense qu'à chaque époque, il y a l'émergence de nouveaux business models. Il y a eu la révolution industrielle avec l'émergence d'entreprises comme Saint-Gobain. Il y a eu l'avènement de la pétrochimie avec des nouveaux matériaux comme Corian. Et nous, on pense qu'au XXIe siècle, on arrive à un nouveau paradigme qui est la raréfaction des ressources. Et pour pouvoir continuer de profiter des matériaux, on doit repenser l'ensemble du modèle industriel, pas uniquement pour qu'il soit plus durable d'un point de vue sustainability environnementale, mais aussi durable et résilient dans le temps. Résilient, ouais. Exactement. Ouais. J'aime beaucoup ton image de devenir le Saint-Gobain des matériaux plastiques recyclés. Tu l'as pas dit, hein, c'est moi qui l'ai reformulé. Mais en termes de longévité d'entreprise et de succès, il faut le dire, industriel, c'est une belle référence pour le futur. Anne-Sophie, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement en disant qu'il y a 2,7 millions de personnes, de ménages qui attendent aujourd'hui un logement social dans le pays. À ton tour, comment tu décortiquerais le modèle de Gestia Solidaire et de ta théorie du changement, étape par étape? Alors, voilà, pour être très pédagogique pour nos auditeurs. Voilà. Alors, pour la théorie du changement avec Gestia Solidaire, c'est que nous, on travaille à faire émerger une troisième voie, une nouvelle forme, une forme alternative de logement qui se situe en fait entre le logement social et le logement privé. D'accord. Et parce qu'effectivement, on a une pénurie de logements sociaux dans les grandes villes, dans les zones en tension. Finalement, d'un point de vue structurel, on ne manque pas de logements en France, mais c'est qu'on a des dents creuses et les concentrations de population se trouvent dans les grandes villes. Donc finalement, on pourrait dire qu'il faut mieux répartir la population, mais on le sait très bien. De toute façon, les populations qui sont souvent en recherche de logement ou en difficulté, elles vont dans les bassins d'emploi et donc elles sont concentrées dans ces grandes zones, ces métropoles, et c'est ça qui crée la tension. Donc avec Gestia Solidaire, on se dit nous, notre travail, c'est de se concentrer dans ces zones où justement on a ces populations d'entre-deux en difficulté et de faire émerger une offre de logement alternative grâce au parc privé qui peut porter l'effort national du logement pour tous. Donc nous, notre théorie du changement, c'est que aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir le système HLM du logement social. C'est un bel acquis et c'est surtout une référence d'un point de vue européen, voire mondial. Mais par contre, ce système, il a aussi ses limites où aujourd'hui, seul, il ne peut pas absorber tout le mal-logement, un mal-logement qui s'est en fait aussi rendu multiforme parce qu'avant, on avait vraiment personnes sans abri. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des classes moyennes qui se paupérisent et tombent dans des problématiques de logement. Donc, on a besoin de faire émerger cette voie, de le faire porter par les propriétaires particuliers, le parc privé. Et ensuite, on a besoin que ce soit porté, parce que nous seuls, Gestia Solidaire, on ne le fera pas tout seul. Il faut coopérer, être en amont de la chaîne de valeur aussi, pour construire, réhabiliter et faire émerger cette offre de logement alternatif en complémentarité du parc locatif privé. Et c'est ça vraiment notre théorie du changement, de dire que déjà c'est avec tous les acteurs, que ce soit de la promotion, transaction à la gestion, qu'il faut travailler pour qu'on arrive à offrir une situation alternative de logement qui soit un petit peu moins chère et qui en fait suive la progression aussi des personnes vers le logement, parce que quand on est jeune, on va louer, on quitte le foyer familial, il y a un éclatement, puis il se recompose quand on crée un foyer, et on va jusqu'à l'accession quand on a les moyens et une stabilité. Et du coup, dans ce parcours d'accès, c'est logique qu'on ait du logement intermédiaire alternatif pour faire progresser toutes les strates de la population. Et c'est ça notre modèle. J'adore cette troisième voie, parce qu'il y a toujours une troisième voie à trouver. Mais surtout sur la manière, toi aussi finalement, en rebondissant un petit peu sur ce que disait Marius, qui parlait de changer le regard des consommateurs, lui, sur les matériaux de construction, et toi aussi le regard des propriétaires, quelque part. Parce qu'il y a tout ce potentiel de logement non utilisé ou mal utilisé, entre guillemets, et ces millions de personnes qui n'arrivent pas à trouver d'offres.
et tu sécurises par un écosystème, tu en as parlé de toute la chaîne de valeur, promotion, développement, financement également, etc., garantie, pour arriver à matcher ces deux mondes, quoi. Je trouve que c'est super. Et puis oui, globalement, c'est changer justement ce paradigme, faire qu'on aligne vraiment la rentabilité avec l'impact social et environnemental. Alors justement, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'aimerais quand même que chacun d'entre vous exprimiez à ce jour, on est en 2025, fin 2025, la manière dont vous mesurez le succès économique et environnemental et social de vos entreprises, les fameux indicateurs d'impact, la mesure d'impact. Parce que c'est sérieux cette histoire quand même. C'est pas que pour se faire plaisir. Je le dis parce que voilà, c'est un mot qui est utilisé dans tous les sens du terme, on le sait tous, impact, bien et moins bien. Mais la réalité, c'est que vous, c'est au cœur de votre modèle, c'est au cœur de vos engagements, auprès de vos actionnaires aussi, je pense, auprès des personnes qui vous accompagnent. Alors c'est quoi, en quelques mots, rapidement, la mesure d'impact du pavé aujourd'hui? Le pavé s'est créé avec cette volonté de transformer des déchets en ressources, et donc chaque euro de chiffre d'affaires qu'on génère est directement lié à notre impact. Ouais. La manière la plus directe de monitorer notre impact, c'est sur le nombre de tonnes qu'on vient transformer de matières issues de déchets plastiques. Là, en 7 ans, on a transformé plus de 1300 tonnes de déchets plastiques. On vient de doubler notre capacité de industrielle. production. On a inauguré l'usine la semaine dernière. Et donc, notre volonté, ça va être de continuer à grossir notre chiffre d'affaires, mais également notre quantité de plastique transformée chaque année. Et dis-nous, pour chaque tonne, justement, recyclée, c'est quoi l'impact? Et ensuite, il y a un sous-jacent, exactement. Oui. Il y a différents niveaux d'impact. Il y a un impact carbone. Oui. Après, donc là, c'est assez délicat parce qu'en fonction des matériaux qu'on vient substituer, et c'est important d'être précis aussi sur cette partie-là. Le traçage que tu as un petit peu de... L'impact carbone va être différent, mais on vient en fait diviser par un facteur de 3 à 10 les émissions de CO2 par rapport aux matériaux qu'on vient substituer. Donc après, tout dépend des projets. Et il y a aussi un impact qui est extrêmement important pour moi, qui est l'impact économique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc aujourd'hui, pour 1000 tonnes de déchets plastiques qu'on vient transformer, on crée 8 emplois sur la chaîne du recyclage. Et donc, voilà, on a généré plus de 8 emplois sur la chaîne du recyclage. On va continuer de le faire. Et en plus, donc ça, c'était en amont de la chaîne de valeur, mais aussi en aval. On permet à des nouveaux acteurs de faire évoluer leurs offres et de dynamiser leur business model. Et donc, de l'autre côté, donc du côté aval, on a déjà 4 entreprises qui se sont créées uniquement à partir de nos matériaux. Et donc des personnes qui sont spécialisées dans des vasques. On a une ancienne personne de chez nous qui a développé une gamme de mobilier. On a un autre acteur qui a développé du mobilier pour les événements. Et donc ça, c'est un impact qui est extrêmement important pour nous et qui est aussi pour moi le symptôme de ce qui est réellement l'économie circulaire. Et pour nous, l'économie circulaire, c'est avoir un positionnement extrêmement précis pour pouvoir générer de la valeur et devenir expert dans son domaine, tout en respectant le savoir-faire de nos partenaires de rang 1, de rang 2, de rang 3, jusqu'à boucler la boucle et créer une vraie logique d'économie circulaire. Et donc, c'est de ça dont on est fiers. Donc, il y a ces 3 dimensions d'impact: économique avec la création d'emplois chez nous, ensuite carbone et économie de carbone grâce aux matériaux qu'on vient substituer, et puis toutes les tonnes de plastique qu'on vient réutiliser sur le long terme en les recyclant dans nos usines. Sans ajout de résine. Et voilà. Très très clair, Marius. Et toi, Anne-Sophie, alors comment tu mesures ce succès? Nous, on mesure, on est entreprise ESUS, donc agréée par l'État. On a renouvelé notre agrément l'année dernière. Dis-nous en quelques mots ce que c'est que ce fameux label ESUS. Label ESUS, c'est un agrément en tant qu'entreprise. On peut se faire labelliser ESUS par l'État, entreprise sociale solidaire d'utilité sociale, et ça permet en fait de prendre des engagements en tant que structure, d'avoir une mission inscrite, c'est ce qu'on a dit au début, mais surtout aussi avoir des engagements économiques, d'écart des salaires de 1 à 7, le plus grand au plus petit, une gouvernance participative où on fait participer ses salariés, ses actionnaires, mais aussi ses parties prenantes, fournisseurs, bénéficiaires, et une lucrativité limitée, qui est qu'on ne doit pas redistribuer plus de 25% des dividendes et que tout le reste doit revenir dans la mission. Réintégrer dans la mission. Donc on s'engage à ça, et donc nous on est audité justement sur ça. Et depuis 5 ans, nous on a accompagné 1000 bénéficiaires à se loger.
C'était en 2024, donc là, ça a dû augmenter. Ouais. Mais c'est notre première mesure, c'est qui on accompagne. Le nombre de bénéficiaires qui ont pu... Ouais. Et en deuxième, c'est de voir la baisse de la part de dépenses logement. Donc, on mesure, nous, par rapport au loyer qu'on pratique, donc qui va être entre 15 et 35% en dessous des prix du marché. En dessous des prix du marché, en plus, ça c'est important à dire. Et on s'engage à avoir un plus bas loyer, c'est important, mais il faut aussi que les gens aient des logements qui ne soient pas des passoires énergétiques, pas avoir des dépenses énormes. Donc on mesure, nous, la qualité et les DPE des logements. Donc on s'engage à avoir une majorité de logements qui sont en dessous d'un DPE C. Donc c'est le milieu. Bien sûr. On essaye de ne pas être en dessous. Et donc c'est ça nos principales mesures d'impact pour s'assurer que Gestia Solidaire ait vraiment un impact social, parce que nous, on est un peu plus sur l'impact social. Et l'impact environnemental, il est vraiment sur la rénovation des logements et s'engager à ne pas avoir de passoire énergétique. Très clair tous les deux. Je pense que c'est mieux qu'un cours dans une fac sur les modèles à impact. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs, et notamment entrepreneurs qui sont en train de galérer à définir leurs mesures d'impact pourront s'en inspirer. Alors j'aimerais qu'on élargisse le débat, parce qu'on avance bien quand même dans notre discussion, et parler un petit peu de vos perspectives au-delà simplement de vos entreprises, qui vous occupent déjà bien à temps complet, je pense, mais de ce que vous faites, et notamment des ressources nécessaires pour aller plus loin. Je pense au financement notamment. Le financement quand même reste aussi le nerf de la guerre à un moment donné. Quand on démarre, beaucoup de nos jeunes démarrent, ils ont un RSA ou autre, mais ils n'ont pas grand-chose. Alors évidemment, lorsqu'on a un prix Gabriel qui a une bourse, ça aide. Il y a aussi des prêts d'honneur, il y a des petites formules qui existent comme ça. Mais après, il y a un gros trou dans la raquette quand même. Alors est-ce que vous pouvez parler un petit peu rapidement chacun du financement du début, et puis après comment ça évolue quand on grandit? Continue si tu veux, Anne-Sophie. Moi, le financement au début, je trouve que c'est assez facile d'y accéder aujourd'hui. On a la chance d'avoir pas mal de financements sous forme de prêts d'honneur avec différents réseaux, que ce soit France Active, Réseau Entreprendre. Et que c'est toujours plus simple, en tout cas maintenant c'est ma réflexion, de convaincre quand on a l'idée de faire un BP en se projetant sur 3 ans sans avoir fait la preuve de concept et du coup avoir les premiers chiffres, et d'aller convaincre sur sa personne, sur son entreprise. Ça serait ton conseil, ça, démarrer par ça. Oui, d'aller démarrer, d'aller chercher le plus possible d'argent, parce que c'est pas assez facile, mais on peut avoir des prêts bancaires, des prêts d'honneur, aller chercher aussi de la love money auprès de proches, ou même maintenant avec des plateformes de crowdfunding. Le plus compliqué, je trouve qu'aujourd'hui, et moi, en tout cas, tel que je l'ai vécu avec Gestia Solidaire, c'est plutôt quand on doit passer à l'échelle. Et qu'on a fait la preuve de concept, qu'on a des premiers résultats, mais c'est pas non plus... parce que c'est ça la réalité, c'est pas forcément exponentiel, et on fait pas un x10 tout de suite. Donc on est obligé d'aller chercher des financements qui vont structurer la massification de son modèle, ou en tout cas... faire un palier où on arrive à structurer la partie opérationnelle et à aller développer des nouveaux marchés. Et là, je trouve que les financements, ils sont plus compliqués à atteindre, parce que on a déjà peut-être un recul de 2-3 ans. On a aussi des business à impact où on essaye justement de garder l'impact social, environnemental et économique aligné. Aussi, et du coup, ça veut dire qu'on fait moins peser sur nos bénéficiaires, qu'on a des modèles qui innovent, peut-être qui sont différents. Et du coup, on n'a pas les projections de business classiques si on nous compare à des modèles, par exemple, moi, d'une entreprise traditionnelle d'immobilier. Donc, je trouve que c'est plus difficile d'aller convaincre des investisseurs à ce moment-là. Et de pouvoir lever des sommes importantes. On se retrouve souvent avec... moi, les gens avec qui je parle, la moitié de ce qu'on recherchait. Donc, c'est déjà bien. Mais c'est que la moitié à la fin. C'est que la moitié. 2 fois plus. Il faut chercher 2 fois plus. Donc, je pense qu'il faut aller chercher. Non, c'est un très bon témoignage des premiers pas du financement et après la difficulté. Mais on va passer à toi, Marius, que toi, tu as déjà levé, comme on dit. Tu peux en parler ouvertement. Quel financement et auprès de qui tu allais chercher, et à partir de quand? Alors, dès les premiers jours de l'entreprise, on a une activité industrielle avec énormément de R&D. Donc,
le time to market était un peu long, et pour le financer, nécessairement, on a dû avoir l'aide de différentes structures. Ça s'est passé en 3 étapes pour nous. À chaque étape du développement de la société, on a d'abord été voir des organismes de prêt d'honneur qui nous ont permis de lever de l'argent avec de la dette bancaire classique et des subventions. Ça nous a permis de récolter 100 000 euros. Et avec ces 100 000 euros, on a pu travailler pendant 1 an et demi et passer du four à pizza à quelque chose d'un tout petit peu plus gros qui nous permettait de commencer à vendre. Ensuite, on a un deuxième tour de financement qui s'est fait avec des business angels. À partir du moment où on avait quand même déjà bien installé le modèle économique. Quel type de ticket pour expliquer? C'était des tickets entre 25 000 et 50 000 euros. Et donc, on a fait un tour de table d'environ 400 000 euros à l'époque, qui nous a permis encore une fois de lever de l'argent grâce à des subventions et aussi à de la dette bancaire. Et ça nous a permis de faire nos 3 premières versions d'usine, parce qu'on a déménagé 11 fois quand même dans l'histoire. Et tout ne s'est pas fait de manière... Enfin, on n'est pas passé de 0 à 1. C'est vraiment une accumulation de plein de petites étapes qui permettent de grossir le projet. Et jusqu'à la dernière levée de fonds qu'on a faite en 2022, qui nous a permis de lever plus de 4 millions d'euros et d'investir dans cette capacité industrielle automatisée, robotisée, qui correspond à notre ambition de devenir le Saint-Gobain du 21e siècle. C'est une superbe... et donc voilà, à chaque fois, c'est un challenge, et je pense qu'il faut réussir à être en phase et lucide par rapport à où est-ce qu'on veut amener le projet et où est-ce qu'il est à date, pour pouvoir aller chercher les bons financeurs par rapport à notre ambition. Et il y a quand même un écosystème qui est assez large, mais voilà, ça reste systématiquement un défi qui nous sort parfois même de l'opérationnel de notre projet, qui est presque un projet en soi que d'aller lever de l'argent. Non, pour compléter vos 2 témoignages, je dirais que moi, mes 10 ans passés maintenant au cœur de Leaf4Good et tout cet écosystème, puisque ça dépasse Leaf4Good bien sûr, avec tous les acteurs, il y en a plein qui font un travail remarquable d'accompagnement et de financement. On s'est aperçu, et avec d'autres acteurs, du coup, on a décidé de se mettre autour d'une table à 4. Et donc, je suis heureux, au nom de Leaf4Good, de composer un peu ce quatuor à 4 mains avec une autre asso, une très belle asso, Les Déterminés, avec Moussa Camara, que beaucoup connaissent, qui est sur l'entrepreneuriat dans les QPV. Et puis HEC, qui est une école qu'on connaît évidemment par sa marque, son nom, et qui a beaucoup d'actions en matière de diversité, d'inclusion aussi dans la formation entrepreneuriale. Et puis un fonds d'investissement, parce que c'est leur métier, après tout, qui s'appelle Daphne. Et à 4, il y a eu la création d'un fonds qui a été lancé, qui s'appelle Time4, Temps, T-I-M-E fort pour nos auditeurs, et qui a pour but d'aller lever effectivement 100 millions d'euros pour des entrepreneurs de la diversité et l'innovation sociale dans notre pays, pour avoir d'autres rôle modèles avec des tickets de quelques centaines de milliers d'euros. Pas millions, on ne va pas s'affoler, on n'en est pas encore là. Mais ce qui est déjà énorme, parce qu'effectivement, ce stade-là, qui a quelques années, après quelques années de développement, d'ARA, etc., il est souvent beaucoup plus compliqué, surtout par les temps qui courent. Voilà. Donc c'est pour compléter un peu le décor pour nos auditeurs, de dire il y a des solutions. Il faut se battre quand même, elles ne viennent pas tout de suite. C'est là où il faut être entrepreneur et oser et aller, mais elles existent. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais vraiment qu'on aille vers la partie finale un peu de notre échange, justement, sur au-delà. Alors, vos engagements, finalement, qui dépassent aussi les murs, j'allais dire, de Gestia Solidaire et du pavé, même s'ils sont faits de pavés recyclés. Et pour toi, Anne-Sophie, tu es justement ou vice-présidente du MOVES, coprésidente du MOVES. Alors, c'est un engagement important que tu as sur tout ce mouvement des entreprises sociales. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, et pourquoi tu passes du temps à cela, en plus d'assurer les destinées de Gestia Solidaire, quoi? Est-ce que c'est du boulot tout ça? Oui, c'est beaucoup de boulot, mais je le fais pour... c'est le faire pour les autres aussi. Se dire que quand on entreprend, surtout dans l'impact social, environnemental, je pense qu'on le fait pour se dire soit on travaille pour un monde meilleur, pour partager, aider les autres. Et justement, je suis coprésidente du MOVES parce que je défends l'idée que, pour moi, les entreprises, aujourd'hui, elles n'ont plus le choix d'avoir une mission à impact ou environnementale, puisque c'est une nécessité. On est dans un écosystème où on vit des crises, qu'elles soient politiques, gouvernementales, etc. Et on a besoin, et pour moi, les entreprises, les agents économiques que sont les entreprises, c'est celles qui façonnent le monde et qui sont en capacité aujourd'hui d'être relais des pouvoirs publics. Et c'est mon engagement global, au-delà de Gestia Solidaire, c'est de dire que
à son échelle, en tant que personne, on peut s'investir, que ce soit dans son mode de consommation ou même au sein de son entreprise si on n'est pas entrepreneur, pour faire bouger les choses. Et donc, c'est comme ça que je vois, moi, mon engagement au sein du MOVES, de dire que voilà, je suis aujourd'hui porte-parole de ce mouvement depuis 2 ans, mais c'est pour le faire rayonner et pour montrer que chacun individu, comme on l'a dit, peut agir à son échelle individuelle, et c'est la somme des actions individuelles qui fait bouger les choses. Ouais. Non, mais c'est sûr, tu portes très bien ce message. Et d'ailleurs, quelques mots, chiffres peut-être. Qu'est-ce que ça représente, cette communauté d'entreprises ESUS en France ? C'est 2800 entreprises, donc ça reste petit parce que finalement, l'ESS, ça représente 10% du PIB et c'est 14% de l'emploi. Les structures de l'ESS, donc c'est les associations, les fondations, mutuelles, les ESUS, etc. tout ça. Et donc finalement, il y a eu le label ESUS qui s'est créé, mais il reste encore petit. Et pour moi, c'est ça le besoin de le massifier, de le faire connaître, pour qu'il y ait plus de structures qui prennent les 5 engagements que j'ai donnés tout à l'heure. Voilà, et sachez qu'il existe aussi, pour ceux qui ont envie de creuser, qui nous écoutent dans ce podcast, il existe d'autres formes juridiques. Notamment en France, on a, par la loi Hamon, créé les entreprises à mission. Moi, j'ai le plaisir d'être président du comité de mission de l'une d'entre elles, Open Classroom, qui est une très belle boîte d'EdTech. Et donc, de voir effectivement, quand vous parlez de la théorie du changement, on est au cœur de ça, et comment avec de la tech, on peut mesurer peut-être de manière encore plus précise les intrants et les sortants, comme on dit, et donc la transformation de vie de personnes qui se certifient, qui trouvent des jobs, qui trouvent de meilleurs salaires et qui créent une valeur économique, et du coup qui diminuent les dépenses de l'État. C'est un gros sujet quand on a notre pays à l'heure actuelle, de créer de la valeur et de diminuer les dépenses de l'autre côté. Voilà, et donc les entreprises à mission, il y en a plusieurs centaines dans notre pays. Il y a aussi les Bicorp qui existent dans tout le monde entier. Alors c'est des animaux un petit peu différents, on ne va pas rentrer dans le détail, ça n'hésitez pas à venir lors d'événements Live for Good ou autre, vous allez trouver tout ça sur des tas de forums également, mais sachez qu'il y a 1001 manières de porter l'impact dans vos organisations et dans les associations aussi, il faut le dire, qui jouent un rôle très important dans notre pays. Donc toi, Marius, tu t'engages au-delà du pavé. Comment ? Est-ce que tu en as le temps d'ailleurs ? Et quelles sont les causes ou les domaines sur lesquels tu as envie d'apporter ta voix ? Aujourd'hui, je m'engage pleinement avec le pavé. Je m'en doute. J'essaye d'être vraiment focus là-dessus. Et je pense que ça, c'est aussi un message important pour les entrepreneurs qui démarrent. Je pense que c'est important d'avoir un bon équilibre en fonction de ce qu'on est capable de pouvoir transmettre entre son bien-être personnel et la volonté de faire grandir l'entreprise. Donc mon temps au-delà du pavé, j'essaye de le prendre pour pouvoir me ressourcer et puis être moteur du développement de l'entreprise ensuite. Et puis de porter, comme tu le dis, le changement avec un véritable écosystème, chaîne de valeur qui est en train de se transformer. Tu donnes des exemples des SEMAG et de nouvelles pratiques d'entreprise en aval de ce que tu fais. Et à mon avis, ça, c'est ça qui est très important, quoi. C'est un mouvement que tu peux lancer et accélérer. Alors, j'aimerais qu'on finisse avec un thème qui me tient à cœur. Vous le savez, c'est quand même le cœur de ce podcast et puis que j'essaie de véhiculer dans mes vies ou ma vie, le leadership positif. Et donc, on a parlé un petit peu ensemble lorsque vous étiez dans les parcours de Live for Good, mais on a essayé de poursuivre notre route là-dessus. Et d'ailleurs, je tiens à dire que notamment toi, Anne-Sophie, tu as été reconnue dans un classement qui n'a pas été créé par Live for Good, mais ça prouvait qu'on avait été sur la bonne voie quelques années plus tard. C'est les Échos. Et je crois qu'il y avait aussi Positive qui avait créé ça, absolument. Le classement des top leaders positifs, et tu t'es retrouvé dans la top list. Et toi, Marius, dans les Forbes aussi, de moins de 35 ans. Donc, tous les deux, je pense que vous êtes, si ce n'est convaincu, vous vivez des valeurs du leadership positif, c'est-à-dire à la fois une connaissance de soi, une capacité à se projeter sur sa raison d'être, sur le pourquoi, dont on a beaucoup parlé avec vous deux, mais après la capacité à générer, à manager son énergie positive vers les autres, pour les amener à co-construire, à développer des solutions pour changer le monde qu'on a envie de changer, que ce soit dans le plastique, que ce soit dans le logement social. C'est résumé en 30 secondes d'une discipline beaucoup plus large qui implique la psychologie positive, neurosciences et bien d'autres choses encore. Et donc j'aimerais un petit peu vous demander, vous finalement, le leadership positif pour tous les deux, c'est quoi dans votre vie au quotidien ou dans votre style de leadership tel que vous avez appris à le bâtir au fil des années ? Marius ? Je pense que le leadership positif, pour moi, c'est être capable d'engager ses parties prenantes, que ce soit l'équipe ou l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille, vers une mission
qui permet d'apporter quelque chose à l'ensemble de la société. Et je pense que pour le faire efficacement, en tant que personne, je pense qu'il est nécessaire de le faire avec le plus de cohérence par rapport à soi-même et d'authenticité. Et en considérant, et moi c'est ce que j'essaie de faire pour ma part, c'est que le projet dépasse mon intérêt propre. Oui. Et c'est en ayant cette conscience qu'on a la capacité ensuite de faire des partenariats très efficaces avec d'autres personnes, de partager la valeur sans essayer de se l'accaparer, et pour pouvoir pleinement déployer le potentiel. Et donc c'est un mécanisme et un questionnement que je trouve extrêmement intéressant, notamment dans le business, parce que c'est de se dire, je crée de la valeur économique, elle est nécessaire, et comment je démultiplie ma valeur en termes d'impact, en cohérence par rapport à cette nécessité d'avoir un bon ratio sur la partie économique. Donc au quotidien, c'est ça, je pense, vision, maximum d'authenticité et puis engagement pour cette cause et ce pour qu'on s'engage. Cette démultiplication de cet impact avec les autres. Et toi, Anne-Sophie, ça évoque quoi pour toi le leadership positif? Tout à fait. Pour moi, oui, c'est vraiment ça, leadership positif. C'est d'arriver effectivement qu'à un moment, moi, Gestion Solidaire, j'ai amené l'idée initiale, mais le but après, derrière, c'est que le projet il grandisse et qu'il soit porté par toutes les personnes qui y contribuent et que justement elles puissent se l'approprier. Et pour moi, il n'y a pas une façon de faire justement quand on fait du leadership positif, c'est de faire en sorte que les personnes, elles apportent aussi leur pierre à l'édifice dans un projet et arrivent comme ça à semer l'impact et à le faire grossir, et que derrière moi, mon but, c'est qu'à la fin, Gestion Solidaire ne soit plus associé à moi et que ce projet puisse continuer de grandir et de grossir. Au-delà de toi. Au-delà de moi. Et ça, c'est vraiment... Et que la mission sera accomplie, comme on dit. C'est ça. Non, bravo à tous les deux. Je pense que c'est une très belle expression du vécu, de ce que c'est. Parce que derrière les mots, c'est des comportements, c'est des valeurs, c'est ce que vous transmettez avec vos salariés, avec vos clients, avec les parties prenantes. Chacun d'entre vous, vous avez un écosystème que vous avez créé, que vous êtes en train de façonner autour de ces valeurs. Et ce qui fait plaisir, moi, je pense qui me donne la plus grande satisfaction, c'est quand on voit des rôle modèles comme vous qui en entraînent plein d'autres derrière, quoi. C'est ça, c'est la notion de mouvement dont tu parlais aussi tout à l'heure, Anne-Sophie, de se dire que vous êtes ces petites rivières qui sont en train de converger à un moment donné vers de grands fleuves. En tout cas, c'est l'espoir qui nous nourrit chez Live4Good. Alors maintenant, vos futurs aussi. Comment tu vois le pavé en 2030, Marius? C'est pas si loin, mais en même temps, c'est loin, c'est dans 5 ans. et quel est l'impact que tu souhaiterais générer, ou la chose dont tu serais le plus fier en 2030? Je dirais que je pourrais découper de 2 phases jusqu'à 2030. Là, on a terminé une première phase qui a duré 7 ans, qui était une phase de mise en place, de développement technique, technologique, de maturation du produit. Je pense qu'on a vraiment terminé cette phase et on commence tout juste à déployer le potentiel du modèle économique avec un premier focus qui est en France et en Europe. Et donc, sur les 5 prochaines années, on va se concentrer à grandir en propre en France et en Europe pour pouvoir créer ce leader européen des matériaux durables spécialisé dans la production de panneaux à partir de déchets, et de permettre aussi à l'international à d'autres acteurs qui souhaitent s'engager de déployer et de capitaliser sur le travail qu'on a pu faire sur les 7 dernières années pour pouvoir adapter notre modèle à des besoins locaux. Donc ça démarre déjà. C'est des choses qui viennent s'additionner par rapport à ce focus. C'est de l'open source, c'est de la licence, c'est de la franchise, c'est des modèles différents de licence. Exactement, On démarre un projet notamment aux États-Unis par rapport à ça. On a d'autres sujets en Australie, en Portugal, en Afrique de l'Ouest. Et donc, toute l'ambition, ça va être de se dire... on capitalise sur ce qu'on a pu faire en France et en Europe en déployant notre modèle économique tel qu'il est aujourd'hui, et on permet de démultiplier notre impact et de créer ce changement systémique à l'échelle globale via le déploiement de notre technologie et puis l'accompagnement d'autres entrepreneurs. Parce qu'on est assez persuadé que notre business est très fortement ancré par rapport à des cultures, des climats, une géographie, et que pour que ça soit fait de manière efficace, il faut que d'autres entrepreneurs qui connaissent parfaitement d'autres cultures et les autres climats, etc., puissent se l'approprier et le déployer. Donc 2030, c'est un pavé sans frontières, européen, global. C'est fabuleux, mais c'est super, je trouve. Et c'est effectivement le fait que, comme l'a dit Anne-Sophie, beaucoup d'autres acteurs du changement se l'approprient. Et avec toi, ton aide et d'autres facteurs d'accompagnement ou d'association à trouver, à imaginer, pour que ce soit un modèle d'économie circulaire qui se généralise, et qu'on l'applique à d'autres industries d'ailleurs aussi.
Et d'un point de vue aussi Metrix, l'objectif c'est de dépasser les 100 000 tonnes annuelles de déchets. Moi j'aime bien les gros chiffres ronds, tout ça. C'est un très beau chiffre. 100 000 tonnes. 100 000 tonnes. Et c'est quand même impressionnant. Parce que non, c'est à pas l'échelle anecdotique. européenne, ça représente une quantité de déchets pas énorme, mais en tout cas significatif. C'est très significatif, c'est clair. Engager, se dire qu'on est acteur du changement et de la réalisation des accords de Paris. Et d'un point de vue économique, ça induit aussi une entreprise qui dépasse les plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc c'est vraiment notre double objectif. Au-delà de déployer la manière dont ça va se concrétiser, c'est plus de 100 000 tonnes et plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vois très bien tous ces zéros en impact CO2 et autres, c'est magnifique, super. Et toi, Anne-Sophie, en 2030, c'est quoi ta victoire, entre guillemets, tes succès pour Gestia Solidaire et au-delà? Nous aussi, on a atteint un stade là de 5 ans où le but, c'est que le modèle est posé et il faut le massifier. Donc, on travaille justement au déploiement. Et nous, nos objectifs d'ici 2030, c'est d'avoir accompagné plus de 10 000 bénéficiaires. Wow. Donc, d'avoir à peu près 3 000 logements en gestion et d'avoir construit justement en amont avec des promoteurs et des collectivités l'offre de logements alternatifs. Donc, on est sur pas mal de territoires. Principalement, c'est Lyon, Paris, mais on souhaite aussi ouvrir dans les 5 prochaines années, enfin pendant les 5 prochaines années, Lille, Marseille, Bordeaux et les départements d'outre-mer, d'où je suis originaire. Donc j'y vais en février et je développe justement d'autres projets sur d'autres thématiques du mal logement, par exemple en outre-mer, qui sont plutôt sur le vieillissement de la population et l'exode des jeunes générations vers la métropole. Du coup, c'est de les retenir et de créer des formes alternatives de logement adaptées. Là encore, un superbe objectif, superbe mission, 10 000, 100 000, on est par milliers, par centaines de milliers, bientôt millions, parce que vous êtes très nombreux, les entrepreneurs à impact dans la communauté Live for Good et au-delà. Et donc, pour finir, la toute dernière question à tous les deux. Comme vous savez, donc, on célèbre les 10 ans de Live for Good, voilà, et dans 2 semaines, on aura également cette belle soirée du 10e édition du prix Gabriel. Et donc, pour vous, finalement, si on se projetait dans 10 ans, quelle serait votre vision du succès pour Live for Good? C'est-à-dire, quels seraient les plus beaux accomplissements que vous aimeriez voir cette communauté réaliser ensemble, les plus grands succès qui seraient faits, ou voir un changement systémique, finalement, de cette nouvelle génération d'entrepreneurs et de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun? Ça serait quoi dans 10 ans? Le rêve que je devrais avoir. Je pensais que tu allais répondre. Je devrais avoir. Non, je vais m'inspirer de vos entrepreneurs de projection qui veut démarrer. Je n'ai pas tous les chiffres en tête et tous les métriques. Oublie les chiffres, c'est pas grave. Mais je peux te mettre des grands challenges. Plus de 1 million d'entrepreneurs accompagnés. Non, moi, je vais dire quelque chose qui peut être assez subjectif, mais qui est, je pense, le fondement de Live for Good et ce qui fait aujourd'hui qu'on continue d'échanger, c'est de préserver cet esprit de communauté. Avec cette croissance qui est extrêmement belle et qu'on voit depuis les années où on a été lauréat. C'était lauréat en 2017. Le modèle a énormément grandi. Au début, on était 5 lauréats. Maintenant, il y a plusieurs centaines d'entrepreneurs qui sont accompagnés chaque année. Et l'un des gros bénéfices et un des marqueurs et ce qui fait la spécificité, je pense, de Live for Good, c'est vraiment cet esprit de communauté qui permet d'être pertinent à tous les stades d'accompagnement des entrepreneurs et pas uniquement au tout début, ce qui est absolument essentiel, mais aussi de les accompagner sur le futur pour les mettre en relation, les accompagner, leur donner des feedbacks. Et donc, ce que je souhaite à Live for Good, c'est que les valeurs soient préservées, grandissent, malgré le déploiement à très grande échelle de tout ça. Merci de partager ta vision. Anne-Sophie, pour le mot de la fin. Moi, je pense que ce qui m'a marqué avec Live for Good, c'est aussi qu'il y a un accompagnement humain, mais aussi financier. Donc, je pense qu'un des challenges, ce serait que justement, grâce à Time4, il y a aussi, en plus de l'incubation, une possibilité d'avoir peut-être une strate supérieure d'accompagnement des projets plus avancés, qui pourraient avoir un financement, peut-être 100 000 euros. Vous aimez bien les zéros, les nombreux zéros, j'ai remarqué. Mais c'est bien, c'est de très belles aspirations. 1 million d'entrepreneurs, 100 000 euros, allons-y. Et je pense que comme tu as l'expérience aussi
dans d'autres pays, qu'il puisse y avoir aussi Live for Good, peut-être sur un autre continent. J'aimerais beaucoup tout ça. Écoutez, tous les deux, un immense merci pour ce très bel épisode, vraiment très symbolique. C'est 10 ans. C'est 10 ans de ce que vous avez accompli, ou un peu moins de 10 ans pour chacun d'entre vous dans votre boîte, mais c'est quand même la même génération. Et de voir ce que vous partagez, évidemment, comme valeur, comme impact, comme modèle équilibré dans vos vies et dans vos entreprises, dans vos organisations, et que vous partagez avec tous nos auditeurs. Voilà, donc du fond du cœur, merci. Et pour ce que vous allez apporter aussi à nos jeunes de la communauté Live for Good. Moi, je compte beaucoup au give and get. Et quand on est passé, et je sais que vous êtes toujours partant, ouvert à échanger, à aider, voire mentorer de jeunes entrepreneurs qui en sont qu'au tout début. Lorsque vous faisiez vos thèses ou vos travaux pratiques et que c'était encore le four à pizza. Voilà, donc c'était un très bel épisode. Merci. Et à tous nos auditeurs, écoutez, vous retrouvez ça évidemment sur YouTube également. Et si vous avez aimé l'épisode, je n'en doute pas, avec Marius et Anne-Sophie, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça fait plaisir, et des commentaires en plus. Et puis de vous abonner à la newsletter, c'est pas le cas encore. Et évidemment de vous retrouver dans 15 jours, peut-être en version anglaise, j'en ai beaucoup en anglais, des podcasts. Et prenez soin de vous et à nouveau, Live for Good. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.